KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Ces mots trop techniques, ce visage d'une froide élégance pure, Augustin ne songe plus à s'étonner de les trouver ensemble. Pouvez-vous préciser votre pensée, mademoiselle ? Un silence que, faute de mieux, remplissent les chuchotements des candidats. L'inquiétude subite et réprimée de ces traits où tout se lit, remplit Augustin de remords, mêlé au désir d'épuiser les étranges aveux. Mademoiselle, votre pensée est certainement intéressante. Développez-la seulement. Prenez tout votre temps. Les premiers mots sortent dans un faible souffle. Mais on revoit vite cette fermeté fine et cette franchise, dans la grâce qui font naître d'habitude au fond du cœur des hommes de violents instincts de vie, à deux, et la volupté d'un enivrement partagé, en des paysages confidents. Si, par impossible, dit-elle, un chimiste ignorait la vie, il ne verrait nulle différence entre les éléments chimiques du protoplasme cellulaire et les autres molécules qui sont hors des protoplasmes. Un peu plus de complexité seulement. Il les verrait cependant dans un ordre spécial, dont la matière inerte n'est pas l'habitude. Il les verrait organisés. Cela suffirait pour lui permettre de constituer deux catégories différentes, même s'il ne rattachait la seconde à aucun autre phénomène de la vie. Il est vrai que s'il sait déjà les voir dans un ordre spécial, il osa lui sourire et il la conviait à compléter. Elle comprit et compléta. C'est-à-dire qu'il a eu au préalable l'idée d'un groupement ordonné suivant un plan, c'est-à-dire au fond l'idée de vie. De même, celui qui ignore Dieu ne voit dans l'âme des saints qu'hallucination, morcellement de personnalité, pour tous les phénomènes de contact entre une âme et une présence dont il n'a pas l'idée. Et en effet, quelle autre source aurait-il pour lui ? Fort bien, mademoiselle. Si je jette sur le sol toutes les lettres de l'Odyssée, leur regroupement fortuit ne différera en aucune façon du poème d'Homère pour quelqu'un qui ne sait pas le grec. Puis il durcit et précise sa pensée à elle. Comme il n'y a de conscience que pour l'observateur conscient, il n'y a de sainteté qu'aux yeux du croyant. Tout instrument de connaissance s'arrête aux réalités de son ordre, ignore les ordres supérieurs. C'est bien ce qu'elle voulait dire. Cette formule ferme l'entoure, la soutient, la porte. Elle s'y appuie et s'y repose. Augustin rencontre le regard bleu, chargé de puissance spirituelle et d'intelligente gratitude, et toute sa prise sur lui n'est pas due à sa seule beauté. Il redresse avec violence un fléchissement sentimental d'une douceur ardente. Ne trouvez-vous pas, mademoiselle, que cette conception parfaitement soutenable, parfaitement dégagée par vous, enferme le croyant en un subjectivisme bien strict, à l'abri des critiques, mais impuissant en conversion. Derrière la jeune fille, une tache noire protrude avec prudence, se développe en épaule, attire à elle une large oreille, des cheveux en velours ras, la moitié d'un front, un œil unique, énorme. C'est l'un des abbés qui écoute. Impuissant, fait-elle. Mais des complicités lui aident. Si la pensée de l'incrédule est le plus souvent inaccessible, à une certaine hauteur morale, son cœur appelle Dieu. Soit, dit Augustin, doucement. À cause d'une certaine inertie des habitudes intellectuelles, la pensée de l'homme dans les premiers moments de l'expérience religieuse ne fait jamais que la théorie de l'état précédent, tandis que l'état suivant perce déjà parmi ses inquiétudes. Ce retard de la théorie sur l'invention ne me déplaît pas. J'admets fort bien aussi à une certaine hauteur morale. Dieu est une prime. Monsieur Boutroux, dans son introduction à Zeller, a cette phrase toute aristotélicienne. Je cite de mémoire, mais son texte n'est pas fort loin de cela.
Lorsque, dit-il, l'être a atteint toute la perfection dont sa nature est capable, cette nature ne lui suffit plus. Il a acquis l'idée claire du principe supérieur dont cette nature s'inspirait sans le savoir. C'est ce nouveau principe qu'il a désormais l'ambition de développer. Vous vous rappelez peut-être, mademoiselle ? Non, mademoiselle de Préfaille n'a jamais lu l'introduction à Zeller. Sa respiration coupée nette le dit sans embâge. Elle paraît chassée d'un Éden. Augustin la rassure avec une douceur où rien d'autre ne se voit. Vous avez le droit de ne pas l'avoir lu. Ne sont à votre programme ni Aristote, ni les présocratiques. Il lui semble la protéger d'un bras fort et invisible. C'est le seul bonheur qu'il se permette. Mais comme vous voyez, nous sommes en pleine métaphysique, hors de toute atteinte de l'introspection. Vous pourriez me dire, il est vrai, que celle-ci en est cependant la source inavouée. Il attend, amical et suggérant, comme déjà il s'était montré. Et aussi qu'elle la confirme, continue-t-elle. Le mot de Pascal. Tu me chercherais pas ? Ne reprend-il pas l'idée de ce principe supérieur qu'on cherche sans le savoir ? Ainsi, en fin d'examen, durant quelques étranges secondes, ils s'entretinrent intimement tous les deux. Une âme humaine est normalement inexplorable, mais de celle-ci venaient de monter pour lui de belles idées adolescentes, graciles et passionnées, qu'il se sentait encore, après 3 semaines, le désir de serrer comme des personnes, entre ses bras. Le silence où demeurait à présent mademoiselle de Préfaille indiquait que cette intimité venait de prendre fin et qu'il n'y avait aucune chance au monde pour qu'elle recommençât jamais. Tout ce que 10 merveilleuses minutes avaient fait paraître secondaire et de pur accompagnement, la nette élégance de la jaquette gris clair, le gant d'antilope froissé, l'inexistence résolue des parfums, se mit à revivre. Se permettrait-il une plus longue émotion autour de cette passante, d'où pouvaient naître tant de songes et de douloureux désirs ? Mais la puissante psychologie postiche que projettent les prismes de la beauté n'est que ce qui reste quand l'être réel est parti. Augustin écrivit sous ses yeux le 14 et le 16 qui sanctionnaient ses réponses dans les colonnes respectives des 2 épreuves, tandis qu'elle attendait muette et opprimée. Il entrevit le rose pastel qui se répandit en remerciant sur ses traits. Il pensa que 10 points d'avance devaient la tranquilliser largement sur son épreuve de latin. Il ne la regarda pas s'en aller. Peut-être le silence subi des occupants des 3 bancs supérieurs venait-il de ce qu'elle passait devant eux. L'amphithéâtre s'était dépouillé de tout intérêt, et même de tout sens. La minute d'après lui en rendit un, l'apparence qu'il devait présenter pour le balayeur matinal, vide, sale, à goût de poussière. Et aussi l'inattendue et point désagréable dérision des fleurs qui survivent aux fêtes, et du décor qui s'éternise autour d'une soirée où rien ne se passe plus. Il crut bien se rappeler, parmi des souvenirs jamais oubliés de la première rencontre, contemporaine de ses 17 ans, une comparaison de 2 âges, murmurant en lui, malgré lui toute seule, se poussant de nouveau en ce moment unique et après tant d'années. Ridicule. Il sourit de lui-même, ne s'indigna point, ne prit point, comme autrefois, la peine de rejeter cette offre d'un bien volé. N'était-il pas beaucoup plus sage, plus froidement sarcastique, plus vieux ? Monsieur Fontaine. C'était le maître répétiteur dont la pomme d'Adam montait et redescendait. Augustin revint de ce long voyage et retrouva sa chambre parce que ses mains, ses yeux, ses habitudes, à peu près compétents pour la mise en place des chaussures, des bretelles ou des tibis sur la chemise, se refusèrent à sélectionner seul la cravate. De plus, il n'avait pu deviner qu'il ferait chaud.
Le faux-col choisi par eux, à gauche du tiroir accoutumé, fléchirait le long du chemin. Réveillé, le rêveur enleva ce col, le roula avec sa cravate, y substitua un faux col mou. Un désastre. La coupe de cheveux datait de 15 jours. Pas le temps de courir chez le coiffeur. Un vaste pan dans l'horizon du bonheur fut caché par cette disgrâce. Augustin se résigna amèrement. La bicyclette, en 20 minutes de course, empoussiérait ses chaussures. Il les essuierait à de l'herbe. Le temps passait. Les encombrements de la vie matérielle, ce faux col, ces chaussures, les coups de brosse de chaque côté de la raie méticuleuse, tout cela s'arrangerait ensemble, brin de jonc très humble autour de panneries merveilleuses. Chaque minute de cet après-midi, de cette heure, en elle-même toute simple et toute ordinaire, anticipait sur d'autres minutes étincelantes. Le morceau irrégulier de ciel, les feuillages massés sous les fenêtres, semblables au premier abord à ce qu'ils avaient coutume d'être vers 10 heures du matin, contenaient dans leur substance divinement rajeunie par la nuit des odeurs végétales entièrement neuves, essayant leur première force. Le soleil humide et tout frais montait des pentes d'un cristal bleu, fait d'une seule pièce homogène et immense, où l'eau des grands lavages nocturnes n'avait pas encore tout à fait séché. Sans doute depuis longtemps, aucun lilas ne survivait plus, ni aucune de ces fleurs qui seront des cerises, des pêches, des pommes ou des amandes. De même avait disparu ce qui marque sur les calendriers des fleuristes la deuxième partie du printemps. Mais tout ce que ces jonchés pouvaient contenir de candeur et de virginité, désincarnés de leur corps de plantes, réfugiés lors de leur mort, dans l'âme permanente des voyages, en sortait aujourd'hui, affranchi de son support végétal, corps glorieux du monde des fleurs, de même substance que les émotions, capable de les nourrir et de les accroître, constitué comme elles d'enivrement et d'ironie. Augustin se sentait ridicule. Mais quoi ? Ce ne serait pas pour bien longtemps. Il pouvait souffrir un peu. Pure question de tenue. Cette souffrance n'était pas très dangereuse, ni lui très dupe. Capté, lié, il pouvait casser les fils à tout moment, s'il se débattait bien. Sur les bas-côtés d'une route nationale ravagée d'automobiles, il pédalerait très lentement pour maintenir ses gouttes de lyrisme dans son cœur plein et lucide, les empêcher de déborder. En marge de cette route rectiligne, plantée d'ormes classiques dans les accotements herbus, on trouvait, sans les chercher beaucoup, des esquisses de petits sentiers submergés sous la dernière vague de la vaste houle des prairies. Cette route droite était sa vie. Il s'était égaré 1 heure dans le plus beau de ces sentiers. Et peut-être que tout était fauché maintenant, depuis cette fin de juin où il l'avait vue, sauf justement quelques souvenirs, comme des touffes oubliées. Un quart d'heure avant le moment raisonnable de partir, Augustin décida d'aller revoir Bébé qu'il avait entendu pleurer pendant la nuit. Bébé était à peu près consolé. Il suçait son biberon avec rancune et bouderie. Il s'alanguit dans les bras qui le prirent, au lieu de rire à la vie comme à l'ordinaire. « Nous sommes grognons, oncle. Nous avons 2 dents qui vont percer. Cela change tout, voyez-vous. Nous ne sommes qu'un tout petit, mal fait pour la douleur. » « J'en ai pour 1 demi-heure de pleurnicherie avant qu'il dorme, continua Christine. Ce n'est pas dans ses habitudes. Je n'aime pas beaucoup cela. Je sais bien que le temps est anormalement chaud. » La cuisine où il vint ensuite embrasser sa mère restait assez fraîche cependant. Elle épluchait minutieusement un plat d'épinards. Elle avait mis des besicles de presbyte à monture de fer. Il vit luire dans ses yeux son éternelle tendresse irrassasiée. « Ne te presse pas trop. Ne prends pas chaud. Ne tombe pas. Repose-toi bien. » Repose-toi, âme maternelle, doucement ascétique, pour qui presque aucun plaisir ne valant qu'on l'éprouve, le plaisir qui s'offre à son fils prend l'excuse d'un repos. Augustin connaît ces mots et leur riche sens intérieur. Un peu honteux de lui-même, conscient d'être fait de fumée, le monde enchanté ferme sans bruit ses grandes portes d'or devant la densité de ce dénuement magnifique.
Le parc où marchait Augustin l'arrêta, comme jadis, dès les immédiats 20 mètres, lors de sa première et lointaine visite. Une zone d'appropriation privée s'y différenciait soudainement, plus nette encore qu'autrefois, dans la beauté générale de la terre. Non, il y eut défense formelle de passer, brandissement du code civil. Mais l'équilibre des retraites et des avancées, la concavité calculée des rideaux forestiers, l'amenuisement des avenues entre des êtres pourpres qui servaient de pylônes initiaux et le bleuté des points de fuite, tout trahissait une ordonnance pensée, avant d'être peinte en vert et roux sur la table rase des étendues. Un mutisme chargé de réserve vous écoutait marcher. Propriété privée aussi, l'étincelant silence du plein midi. Au ras des pièces d'eau, sur la cime rugueuse des futaies, partout où elle pouvait trembler contre un arrière-fond bleu, des stries incolores chatouillaient l'air chaud. Secoué d'émotions confuses, Augustin s'intimidait, s'attardait, cherchait des atermoiements. C'est alors qu'il trouva les roses. De chaque côté de l'allée centrale, elles se disposaient en corbeilles ovales et ordonnées. C'était leur seconde ou troisième floraison. Bénéficiant de fréquents arrosages, un liseré privilégié de prairies bordait autour d'elle les roux tapis de fin juillet. Augustin planta ses chaussures dans les mottes de terre souillées des fumiers du printemps où les pétales de roses depuis longtemps mortes et tout leur parfum restitué rentraient dans le siècle de la matière. Il lisait sur des rectangles en zinc des noms d'une platitude transfigurée par la magnificence des fleurs et le sens complexe de leur parfum. La rose, MacArthur, était d'écarlate foncée. La comtesse de Derby, saumon. Une autre, ayant pour premier nom Mélanie et le second illisible, disposait presque à ras du sol de multiples petitesses écarlates. La rose rayon d'or développait des pétales aériens, bulleux, pudiques, plus délicats que tous les tissus des hommes, passés du blanc à l'abricot par des cures prolongées de soleil. Une duchesse écossaise logeait un gros cœur d'un rouge de rideau, parmi des pétales extérieurs triangulaires et retournés. Augustin multipliait les interprétations autour de l'odeur de rose, encerclant d'approximations parlées sa confidence délicieuse et intraduisible. De chacune des fleurs montait le même enivrement de fête, une joie lyrique simplifiée, stylisée et toute la naïveté de bonheur d'une princesse enfant. Leur fête se donnait à quelque distance du sol, en des palais floraux transparents, dans la couche d'air qui couvre les prairies. C'est là qu'elles exhalaient cet émerveillement candide et continu, cet enivrement de se sentir aimé, qui est l'essentiel de leur parfum, la similitude humaine la plus proche de son impénétrable limpidité. Mais les variétés naissaient au second regard. Sur ce fond commun d'odeur de rose se posait, suivant les espèces, un goût de poivre, de thé, d'épices, de miel, une odeur de mai et de reposoir, et même une vague exhalaison d'encre. Le tout, dilué dans une sorte d'eau plus limpide que toutes les sources, venue tout droit de fontaines célestes sans passer par la terre, gardant de l'azur dans ses souvenirs. Tantôt posé à plat sur la superficie glacée de l'arôme, tantôt fondu en pleine épaisseur, indiscernablement mêlé à ses empâtements, tout le détail sentimental de l'odeur changeait comme sa substance. Il offrait à goûter l'alanguissement, la gravité, la lassitude d'un bonheur continu, des abjonctions de mélancolie, d'extrême adolescence, de larmes sereines, mille aveux couverts, mille facettes morales subtilement distinctes dans l'impossibilité de toute dénomination. De l'une des espèces, à l'improviste, sortit une odeur grasse, crémeuse, sensuellement violente, lourde et un peu commune, sans la suprême distinction coutumière des roses. D'une psychologie toute florale, moins dense que l'autre, aérienne et poreuse, logeant entre ses mailles de belles lacunes d'air,
Ces créatures royales menaient une vie dénuée de vouloir vivre et chargée de lyrisme, par une superfluité divine qui eût conféré aux roses des valeurs sentimentales, en outre des coloris et des parfums. Psychologie étonnamment éphémère aussi, en sa complexe opulence. L'odeur des roses jeunes s'appauvrissait vite, et l'accoutumance la tuait. Aux fleurs de 3 jours, une sorte de vieillesse végétale s'introduisait dans l'arôme, lui imposait de n'exprimer de plus en plus que la physiologie de la pourriture. Toute cette foisonnante rêverie jaillissait dans cet immense silence éblouissant de midi, qu'Augustin percevait comme une sensation positive. Mais elle se nourrissait bien plus encore de ses indécisions angoissées. Elles étaient un refuge, une manière d'occuper le temps. Elles rendaient possible et excusaient à la fois des atermoiements infinis. Augustin n'avançait pas. Il restait planté dans la terre meuble. Il se donnait le prétexte d'épuiser des impressions qu'il sentait artificiellement riches, arbitraires, exagérées. Il s'attendrit sur le dernier rosier de roses blanches. D'un blanc de linge, dépouillé non seulement de toute couleur accessoire, mais même de tout parfum, l'extrême pointe de l'exploration n'y découvrait que la présence profonde, sourde et mielleuse des pollens, voisine, quoiqu'en moins épais, de l'enivrement des lys. Des étamines orange et pâles transparaissaient à travers les pétales clos formant voûte sur le cœur délicat des roses. Cette odeur passionnée, pure et insensuelle, des roseraies différait du parfum d'autres fleurs. L'œillet, par exemple, qui est plein d'esprit, d'ironie cavalière et d'intelligence, d'un parfum poivré, hardi et mordant, comme un son d'alto. Encore plus d'odeurs communes et grumeleuses, le chèvrefeuille ou le lilas, épaisse, liquoreuse, mal décantée, chargées de toutes sortes de voluptés criardes, en outre de leur essence de lilas ou de chèvrefeuille, qui étant l'unique est l'inexprimable. Augustin releva la tête, regarda l'heure, s'évada de la roseraie, tendu, tremblant, ridicule, brûlant de l'envie de fuir très loin de la présence pressentie. Une observation rétrospective permettait de localiser le phénomène au premier pas qu'il avait fait sur les graviers du parc, dès l'abandon de la bicyclette. À la pensée d'Anne de Préfaille, dont jouait si souvent sa mémoire, lorsque l'éloignement en rendait le maniement inoffensif, succédait Anne véritable, réelle et toute proche. La plus éperdue timidité et la plus haineuse lui contractaient la gorge. Comme un certain moment de l'examen, il la détesta. L'attente brisait son souffle. Insoucieuse de cette géhenne, en désaccord scandaleux avec elle, une émotion lourde, douce, insupportable, gonflait. Pour quel futur éclat ? Des coups de vent passaient, sentant les forêts, précurseurs des changements de temps. Venu de nulle part, il commençait d'exister au milieu même des prairies, soulevait des feuilles, les reposait, se reposait eux-mêmes, rentrait dans l'air, indiscernable. Une fois franchi l'ultime corbeille de roses, se proposèrent comme nouvelle protection des massifs de rhododendrons tassés contre le sol, ballons défleuris où persistaient les 1000 traits des pistils. Mais après, un grand espace découvert, juste sous le perron, où elle se trouverait peut-être, à moins qu'elle ne fût dans quelque vestibule, derrière cette énorme porte en glace et fer forgé, ridicule en un vieux château. Au plus tard, il l'apercevrait en un vague salon Louis XVI, puisque cette époque s'associait à elle, assis sur quelque bord de canapé, banal comme un portrait historique, une de ses fines chaussures pendant de haut. Il pourrait revoir aussi, relevé cette fois, interrogateur, d'une indifférence délicate sous ses sourcils vataux, les regards dont il n'avait vu que l'anxiété. Et puis non, ce n'était pas le type, du moins pas entièrement. Il finirait bien par identifier, dans son origine historique exacte, cet irritant mélange. Décision, dédaigneuse grâce, rêverie, attention tendue et glaciale ardeur.
C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.